Je vais vous annoncer le thème des conférences 2020-2021. C'est comme la télévision, il faut toujours avoir une saison d'avance dans les séries. Et donc ça s'intitulera provisoirement, mais enfin le thème ne changera pas, du fantastique à la science-fiction au XIXe siècle. Thème majeur de la littérature du XIXe siècle, quelque chose que j'ai encore jamais abordé, ne fût-ce que marginalement. Bien, je vous enverrai une bibliographie le moment venu. Il y aura une cinquantaine de textes à peu près que vous aurez tout loisir de lire pendant l'été. Bien, alors aujourd'hui donc, les médecins dans la comédie humaine. Sujet énorme, puisque dans la comédie humaine, il y a plusieurs dizaines de personnages de médecins qui évidemment se hiérarchisent entre ceux qui n'ont qu'un rôle tout à fait épisodique, ponctuel dans tel ou tel roman, parce qu'ils vont être demandés pour soigner un personnage, ou faire un diagnostic, ou donner un avis, jusqu'à des personnages absolument majeurs. Ce sont évidemment ceux-là que j'ai choisis pour la conférence. Sans ça, nous y serions encore demain. Pour vous donner une petite idée, rien que les médecins dont l'initiale va de A à F, Hangar, médecin dans la cousine bête, Beau visage, dans les mémoires de deux jeunes mariés, l'étudiant en médecine Becker dans l'interdiction, Béga, chirurgien militaire dans la muse du département, Bergerin dans Eugénie Grandet, Berton dans l'envers de l'histoire contemporaine, Bouvard dans Ursule Mirouet et le colonel Chabert, Brisset dans La peau de chagrin, Brousson dans l'auberge rouge, Caméristus dans La peau de... Voilà. La liste est vraiment très très longue. Et pour vous, s'il en était besoin, pour vous convaincre de l'importance du thème de la médecine dans la comédie humaine, cet ouvrage de 1959, Nosographie de l'humanité balzacienne, donc répertoire, analyse, classement de toutes les maladies de la comédie humaine. Ça ne fait que 500 pages. C'est écrit petit, c'était une thèse de doctorat par Moïse Le Yaouin, c'est un ouvrage absolument fondamental et qui, je vous donne quelques titres de chapitres pour que vous puissiez apprécier la chose, de quelques infirmités et des phthisies, les apoplexies, les maladies aiguës, maladies de la peau et du sang, fou et faible d'esprit, maladie de nerfs, névrose romantique, maladie de nerfs, névrose classique, etc., etc. C'est un ouvrage absolument extraordinaire, mais vous voyez que le sujet est évidemment tout à fait central dans la comédie humaine. Je vais vous épargner l'essentiel de ce qu'il y a là-dedans, je vous rassure. Mais pour vous donner un exemple quand même amusant, dans l'envers de l'histoire contemporaine, qui, comme vous le savez sans doute, est le dernier roman que Balzac a publié, qu'il avait commencé en 1942 et qu'il arrive à publier en 1948, qui est l'envers de l'histoire contemporaine, il y a un médecin juif polonais qui s'appelle Alperson, qui soigne l'héroïne du roman qui s'appelle Wanda, d'une maladie dont le nom peut-être vous est inconnu, la plique polonaise. Et la plique polonaise est une forme d'hystérie, c'est une vraie maladie, ça ne s'appelle plus comme ça aujourd'hui. Non, c'est pour voir, vous voyez à quel point la nomenclature médicale est évidemment fondamentale. Bien, alors, pour commencer, je vous ai mis en exergue deux petites citations. La première de Sainte-Beuve, qui en 1840 décrit Balzac comme étant le docteur indiscret des secrètes maladies. Vous l'avez deviné, ce n'est pas nécessairement un compliment. Sainte-Beuve déteste Balzac. Il considère que Balzac est un des représentants de ce qu'il appelle la littérature industrielle, c'est-à-dire de la production de type industriel de littérature romanesque, et une de Taine, plus tardif, lequel dit que Balzac est le plus grand magasin de documents que nous ayons sur la nature humaine. On pourrait multiplier les citations de ce type. Et j'ai commencé par un texte fondamental qui en réalité pourrait suffire comme porte d'entrée dans toute la comédie humaine, Les Trois robes noires, qui est un extrait du médecin de campagne. À titre anecdotique, je faisais partie d'un jury de thèse d'une doctorante dont le sujet était les trois robes noires dans la comédie humaine. Sujet
énorme, hein, puisque les trois robes noires, c'est le prêtre, l'homme de loi et le médecin. Cette trilogie qui est au cœur du système romanesque balzacien, et dont il fait, par la bouche d'un personnage du médecin de campagne, dont il fait en quelque sorte à la fois l'analyse et l'apologie. Ce n'est pas sans raison, mon cher monsieur, que l'on assemble les trois robes noires, le prêtre, l'homme de loi, le médecin. L'un pense les plaies de l'âme, l'autre celles de la bourse, le dernier celles du corps. Il représente la société dans ses trois principaux termes d'existence, la conscience, le domaine, la santé. Autrement dit, les trois robes noires sont à la fois les garants, les gardiens et les sauveurs de l'humanité. Et donc, Balzac associe les trois robes noires dans l'époque moderne, entendez le XIXe siècle, au progrès de la civilisation et au bien-être des masses qui dépendent de ces trois hommes. De manière très très intéressante, Balzac ici n'affecte pas au pouvoir politique la responsabilité du bien-être de la société, mais il l'attribue à trois fonctions sociales, celle du médecin, du prêtre et de l'homme de loi. Dès lors, le médecin, qui évidemment va être isolé ici dans cette trilogie, et le médecin devient véritablement l'interprète de l'individu. Le bon médecin chez Balzac n'est pas simplement celui qui va reconnaître en un certain nombre de symptômes la cause probable de la maladie, et ayant reconnu la maladie, va pouvoir proposer un traitement. Le bon médecin chez Balzac se fait l'herméneute de toute la personne. Selon Balzac, un médecin ne soigne pas que la maladie. Il prend en compte l'intégralité de l'individu. De la même manière que le prêtre se doit de prendre en compte l'intégralité de l'individu. Alors pourquoi est-ce que Balzac accorde une telle importance à la médecine? Certes, il y a deux facteurs qui jouent. Un, de nature personnelle, c'est que Balzac a fréquenté un certain nombre de médecins qui lui ont ouvert en quelque sorte les portes de la science médicale, et il s'est énormément documenté sur la médecine de son temps. Balzac lit énormément d'ouvrages de médecine. Et deuxième facteur, l'époque de Balzac est celle, on l'avait vu la dernière fois, d'un bouleversement fondamental dans la médecine, avec les nouvelles connaissances, les nouvelles techniques et surtout ce qu'on pourrait appeler une nouvelle philosophie de la médecine, plutôt les nouvelles philosophies de la médecine, puisque les grandes écoles médicales au XIXe siècle ne vont pas simplement s'opposer sur des questions qui relèvent de l'interprétation des maladies, mais sur les causes des maladies. Est-ce que ce sont des causes qui relèvent de l'individu? Est-ce que ce sont des causes sociales? Est-ce que ce sont des causes de toute autre nature? Le médecin du XIXe siècle aura souvent tendance à être un philosophe de la médecine. Balzac est également celui qui, dans le système qu'il élabore progressivement, qui est celui de la comédie humaine, va accorder, bien entendu, à l'observation le rôle fondamental pour la création de ces personnages, pour la mise en place des intrigues, pour l'analyse qu'il va proposer de tel ou tel comportement, de telle ou telle pensée. Mais l'observation de l'individu rend comparable le regard du médecin et le regard du romancier. De la même manière que le médecin doit observer le malade, Balzac, fictivement, observe le personnage qu'il crée. Il n'est donc pas étonnant que la médecine soit aussi importante dans le système général de la comédie humaine. Par ailleurs, outre la création de nombreux personnages de médecins, il va y avoir chez Balzac la description d'un nombre très important de maladies. Pourquoi? Parce que
De la même manière que lorsque vous décrivez un personnage chez Balzac, que vous allez décrire sa façon de s'habiller, de manger, de se comporter, etc., la description des symptômes de la maladie sera toujours mise en rapport avec ce qu'on pourrait appeler l'économie générale de l'individu. Deux personnages affectés de la même maladie chez Balzac n'en présenteront pas exactement la même symptomologie, la vivront différemment. Il y a une forme d'individualisation de la maladie chez le personnage balzacien, parce que celle-ci interfère avec ce qu'il est moralement, ce qu'il est intellectuellement, ce qu'il est du fait de ses origines, le milieu, la société, etc. Donc, l'angle d'attaque du personnage via la maladie permet en réalité de déployer l'ensemble du savoir du romancier sur le personnage qui vous est livré via l'écriture romanesque. En quelque sorte, le romancier et le médecin ayant la même attitude devant le vivant réel ou le vivant imaginé par l'écriture romanesque, on comprendra que les grandes figures de médecins dans la comédie humaine joueront le rôle de représentants, voire de porte-parole de Balzac. Les grands discours tenus par les médecins balzaciens sont à porter au crédit de l'idéologie balzacienne. C'est ce que nous allons voir avec un certain nombre d'exemples majeurs. Alors, je passe rapidement sur ce que je vous ai mis dans le rapport présence de la médecine et des maladies dans le Balzac. Vous direz ça à loisir, il ne faut pas répéter, pour attaquer directement avec le premier grand roman de Balzac où la maladie va jouer un rôle capital, qui est la peau de chagrin. La peau de chagrin, dont par ailleurs, dans le cycle suivant fantastique et science-fiction, j'aurai l'occasion de parler, puisque la peau de chagrin relève du fantastique et social chez Balzac. Alors, je vous ai mis le résumé de la peau de chagrin, que vous lirez à loisir. Je le condense de manière tout à fait sauvage. La peau de chagrin, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est ruiné au début du roman et que le hasard ou la providence va permettre d'obtenir un objet miraculeux, une peau de chagrin, qui lui permet d'exaucer tous ses vœux, tous ses moindres désirs. Mais évidemment, c'est assorti à la clé d'une condition calamiteuse. C'est qu'à chaque fois qu'un souhait se réalise, la peau de chagrin se rétrécit. C'est de là que vient, dans la langue française, se rétrécir comme peau de chagrin. Ça vient du roman de Balzac. Et bien entendu, au fur et à mesure que le roman avance, la peau de chagrin rétrécit considérablement, et lorsque la peau de chagrin disparaît, la vie du personnage s'arrête. Et donc il va tout essayer pour stopper ce processus fatal, et il va également tomber malade du fait de l'angoisse qu'il ne cesse d'éprouver devant le rétrécissement de la peau de chagrin. Et donc la philosophie de Balzac dans la peau de chagrin, c'est pouvoir et vouloir nous tuent. L'homme ne peut pas s'empêcher de vouloir, il ne peut pas s'empêcher de vouloir pouvoir, mais cela le tue en retour. C'est donc tout le problème de l'utilisation de l'énergie individuelle chez Balzac, qui est une sorte de fatalité objective de l'existence. Lors de la maladie de Raphaël, parce que tel est le nom du héros, eh bien, plusieurs médecins vont venir à son chevet et proposer chacun un diagnostic de son mal, lequel diagnostic va correspondre à l'école de pensée médicale
à laquelle se rattache le médecin en question. D'où le tableau que vous avez, que je vous ai concocté. Il y a 4 médecins. Les médecins Brisset, Caméristus, Maugrédy et Bianchon. Bianchon, on y viendra tout à l'heure. Hein. Je vous ai mis en dessous la théorie médicale à laquelle chacun de ces médecins se rattache. Donc, organisme ou organicisme, hein, les deux sont utilisés à l'époque, vitalisme, scepticisme et pragmatisme. Et cela correspond tout à fait aux tendances majeures de la pratique médicale des années 1830. Et donc vous voyez, je vous ai mis en dessous quelle est l'attitude devant le malade. Donc celui qui est positiviste et matérialiste examine de manière objective, pratique. Il s'agit de déceler les symptômes, d'en comprendre éventuellement les rapports et à partir de l'analyse des effets, les symptômes, remonter aux causes. Le vitaliste, lui, essaye de ressentir le malade. Donc, là où Brisset, le matérialiste, s'intéresse au corps, le vitaliste Caméristus s'intéresse à l'âme. Maugrédy est un sceptique par principe. Donc lui, il applique le doute. Il fait une critique des faits. Est-ce que les faits sont réels? Est-ce qu'ils sont grossis, minorés? Est-ce qu'ils sont imaginaires? Etc. Et quant à Bianchon, le pragmatique, lui, il est dans un rapport de sympathie et de compassion à l'égard du malade. Donc c'est la personne qui l'intéresse. Et vous comprenez déjà pourquoi Bianchon sera le médecin capital dans la comédie humaine, en raison de ce que je vous disais tout à l'heure. Le bon médecin balzacien s'intéresse à l'intégralité de l'individu, donc à la personne. Naturellement, chacune de ces philosophies et de ces pratiques se rattache à une conception, à une vision de l'être humain que je vous ai résumée en dessous. Pour le matérialiste, l'homme est un être fini uniquement sujet aux lois divines, charité médicale par un certain nombre de médecins. A l'inverse, les médecins qui vont être présentés de manière critique par Balzac dans la comédie humaine, ce sont ceux qui justement identifient la profession médicale à la rentabilité financière de leur profession. Autre question? Non? Alors je vous donne rendez-vous sauf erreur de ma part, le samedi 16 novembre. Et alors le thème, ce sera les médecins dans la littérature romantique. Voilà, je vous remercie. C'est pas ce qu'on lit d'abord de Balzac. Donc il date de 1836. Donc un médecin à qui la science doit une belle théorie physiologique et qui jeune encore s'est placé parmi les célébrités de l'école de Paris, centre de lumière auquel les médecins de l'Europe rendent tous hommage, le docteur Bianchon, a longtemps pratiqué la chirurgie avant de se livrer à la médecine. Petite parenthèse, cette distinction chirurgie-médecine est une distinction moderne à l'époque de Balzac, puisque ce sont les réformes introduites par une loi de 1801 ou 1802 qui ont défini les professions de médecins et de chirurgiens en séparant leur domaine de compétences, en définissant leur parcours de formation et en leur attribuant des fonctions hospitalières distinctes. Avant, médecins et chirurgiens se confondent, et chirurgien se confond avec barbier, le fameux barbier chirurgien.
Donc c'est récent hein, dans l'histoire de la médecine, et c'est très récent à l'époque de Balzac. Donc voilà pourquoi il y a cette distinction. Il a d'abord été chirurgien avant d'être médecin. Le cursus n'était pas le même. Ses premières études furent dirigées par un des plus grands chirurgiens français, l'illustre Desplein, qui passa comme un météore dans la science. De l'aveu de ses ennemis, il enterra dans la tombe une méthode intransmissible. Comme tous les gens de génie, il était sans héritier, il portait et emportait tout avec lui. Le paragraphe suivant est aussi délicieux. La gloire des chirurgiens ressemble à celle des acteurs, qui n'existent que de leur vivant et dont le talent n'est plus appréciable dès qu'ils ont disparu. Les acteurs et les chirurgiens, comme aussi les grands chanteurs, comme les virtuoses qui décuplent par leur exécution la puissance de la musique, sont tous les héros du moment. Desplein comme chirurgien, donc Desplein comme héros, Desplein comme génie. Desplein comme une sorte de Balzac de la chirurgie. Alors qu'est-ce qui caractérise Desplein? Est-ce le savoir médical? Certainement. Et ça, il le possède à égalité avec d'autres figures médicales dans la comédie humaine. Non, ce qui va le distinguer, c'est le divin coup d'œil. Il pénétrait le malade et sa maladie par une intuition acquise ou naturelle qui lui permettait d'embrasser les diagnostics particuliers à l'individu, de déterminer le moment précis, l'heure, la minute à laquelle il fallait opérer, en faisant la part aux circonstances atmosphériques et aux particularités du tempérament. Coup d'œil divin, intuition. Autrement dit, le chirurgien est un artiste pour Balzac. Il relève de la même catégorie intellectuelle et praticienne. Ensuite, le point commun de Desplein, donc une des trois robes noires, avec les autres robes noires prestigieuses dans la comédie humaine, c'est justement ce coup d'œil de l'intuition. Le meilleur juge de la comédie humaine, le juge Popinot, est caractérisé par Balzac comme ayant l'intuition. Lorsque, en tant que juge d'instruction, il interroge un prévenu, il le pénètre, exactement comme le chirurgien ici pénètre le malade et la maladie. Donc le juge, en pénétrant le prévenu, va immédiatement savoir, premièrement, si celui-ci est coupable ou non, quel est son degré de culpabilité et quelles sont les circonstances qui expliquent sa culpabilité. Le grand prêtre balzacien a la même intuition. Lors de la confession, il pénètre le pécheur ou la pécheresse par cette même intuition. Vous voyez, les trois robes noires, les trois grands robes noires ont le même regard pénétrant, porté sur les individus. D'où tout le paragraphe suivant. Comment se fait-il qu'il avait cette intuition dont le narrateur vous dit était-elle acquise ou naturelle? Il marche de conserve avec la nature. Vous vous souvenez du diagnostic, des prescriptions de Bianchon? Aller avec la nature, pour Raphaël. Vous retrouvez ici. Avait-il étudié l'incessante jonction des êtres ou des substances élémentaires contenues dans l'atmosphère, ou que fournit la Terre à l'homme qui les absorbe et les prépare pour en tirer une expression particulière? Autrement dit, pour comprendre le malade, vous devez comprendre son environnement au sens écologiste du terme. Procédait-il par cette puissance de déduction et d'analogie à laquelle est dû le génie de Cuvier? Cuvier, le paléontologue. Balzac rend hommage à Cuvier dans l'avant-propos de la Comédie humaine de 1842, en disant: de la même manière que Cuvier, à partir d'un os, était capable de vous reconstituer tout un squelette, moi, à partir d'un élément, je vous reconstitue toute une société. Quoi qu'il en soit, cet homme s'était fait le confident de la chair, il la saisissait dans le passé comme dans l'avenir, en s'appuyant sur le présent. A-t-il résumé toute la science en sa personne comme ont fait Hippocrate, Galien, Aristote? A-t-il conduit toute une école vers des mondes nouveaux? Non.
s'il est impossible de refuser à ce perpétuel observateur de la chimie humaine l'antique science du magisme, c'est-à-dire la connaissance des principes en fusion, les causes de la vie avant la vie, ce qu'elle sera par ses préparations avant d'être, malheureusement, tout en lui fut personnel. Le drame de Desplein, c'est justement cette non-transmission de son savoir. Pourquoi? Tout simplement parce que ça repose sur l'intuition individuelle. Ça ne se transmet pas. Ça relève du génie personnel. Et qui plus est, il est athée. Alors là, vous avez un clin d'œil à un lieu commun du XIXe siècle qui identifie les médecins au matérialisme et à l'athéisme. Très souvent, d'ailleurs, dans des textes du XIXe siècle, le mot médecin sera une sorte d'équivalent obligé à matérialisme et au athéisme. Donc voilà pour Desplein. Continuons un peu. Et c'est là que, d'une certaine façon, le bas va un peu blesser, page 8, la phrase en gras. Il avait un profond mépris pour les hommes, après les avoir observés d'en haut et d'en bas, après les avoir surpris dans leur véritable expression, au milieu des actes de l'existence les plus solennels et les plus mesquins. Voilà la principale différence avec Bianchon. Bianchon ne méprise jamais les autres. Il a une empathie, une sympathie constitutive à l'égard d'autrui. Desplein est en quelque sorte desséché moralement par son savoir. Et il est desséché aussi par le spectacle de la nature humaine. Ce que Bianchon n'éprouve pas. Donc Desplein est du côté du cynisme à l'égard de l'humanité. Bianchon est du côté de l'amour du prochain. Voilà pourquoi Bianchon est supérieur moralement à Desplein dans la comédie humaine, tout en étant l'égal de Desplein sur le plan professionnel. Toujours dans la messe de l'athée, nous sont rapportées par Balzac les circonstances de la rencontre entre Desplein et Bianchon. Si vous permettez, ça fait un peu chaud. Donc, de tous les élèves que Desplein eut à son hôpital, Horace Bianchon fut de ceux auxquels il s'attacha le plus vivement. Avant d'être interne à l'Hôtel-Dieu, Horace Bianchon était un étudiant en médecine, logé dans une misérable pension du quartier latin, connue sous le nom de la Maison Vauquer. Ce pauvre jeune homme, il sentait les atteintes de cette ardente misère, espèce de creuset d'où les grands talons doivent sortir purs et incorruptibles comme des diamants qui peuvent être soumis à tous les chocs sans se briser. Au feu violent de leur passion déchaînée, ils acquièrent la probité la plus inaltérable et contractent l'habitude des luttes qui attendent le génie par le travail constant dans lequel ils ont cerclé leurs appétits trompés. Le génie chez Balzac est souvent le résultat d'une frustration imposée par les circonstances, par la pauvreté, par la société, ou que l'individu s'impose à lui-même. La principale frustration étant la chasteté. Horace était un jeune homme droit, incapable de tergiverser dans les questions d'honneur, allant sans phrase aux faits, prêt pour ses amis à mettre en gage son manteau, comme à leur donner son temps et ses veilles. Horace était enfin un de ces amis qui ne s'inquiètent pas de ce qu'ils reçoivent en échange de ce qu'ils donnent, certains de recevoir à leur tour plus qu'ils ne donneront. Dimension capitale de Bianchon, l'amitié. Amitié qui le lie à Rastignac, mais qui le lie également aux gens du Cénacle, auxquels il appartient dans Illusion perdue.
cette confrérie des génies, tous des jeunes gens, tous pauvres, tous essayant de trouver une place dans la société, mais en ne cédant jamais aux sirènes de la corruption, ce qui, dans le monde basafien, est évidemment une mission presque impossible. Les jeunes gens du Sénat constituent l'aristocratie morale de la comédie humaine. Enfin, pour tout exprimer par un mot, Horace était le Pylade de plus d'un Oreste. Et donc, qu'est-ce qui va permettre à Bianchon de devenir vraiment, de réaliser pleinement ce qu'il est potentiellement? Eh bien, c'est justement Desplein, son chef de clinique, qui va le prendre sous son aile. Donc, vous voyez, cette apparente contradiction. D'un côté, Desplein est caractérisé, qualifié par Balzac comme étant celui qui en est venu à être misanthrope, à détester l'humanité. Oui, mais il est capable aussi de ce mouvement de générosité du cœur et de l'intellect en repérant en Bianchon un génie de la médecine et en lui favorisant la carrière. Il lui met, comme on dit, c'est dans le texte, le pied à l'étrier. Desplein ne manquait pas d'emmener Bianchon pour se faire assister par lui dans les maisons opulentes, où presque toujours quelques gratifications tombaient dans l'escarcelle de l'interne, et où se révélaient insensiblement au provincial les mystères de la vie parisienne. Il le gardait dans son cabinet lors de ses consultations, il lui employait, parfois il l'envoyait accompagner un riche malade aux os, enfin il lui préparait une clientèle. Il résulte de ceci qu'au bout d'un certain temps, le tyran de la chirurgie eut un séide. Ces deux hommes, l'un au fait des honneurs et de sa science, jouissant d'une immense fortune et d'une immense gloire, l'autre, modeste oméga, n'ayant ni fortune ni gloire, devint intime. Le grand Desplein disait tout à son interne. L'interne savait si telle femme s'était assise sur une chaise auprès du maître, ou sur le fameux canapé qui se trouvait dans le cabinet et sur lequel Desplein dormait. Bianchon connaissait les mystères de ce tempérament de lion et de taureau qui finit par élargir, amplifier outre mesure le buste du grand homme et cause sa mort par le développement du cœur. Il étudia les bizarreries de cette vie si occupée, les projets de cette avarice si sordide, les espérances de l'homme politique caché dans le savant. Il put prévoir les déceptions qui attendaient le seul sentiment enfoui dans ce cœur moins de bronze que bronzé. Autrement dit, Bianchon comprend Desplein comme le romancier balzacien comprend ses personnages. Donc voilà ce rapport essentiel entre Desplein et Bianchon, qui vous permet de comprendre à la fois le rapport intime et la différence. Paradoxalement, Bianchon ne fait pas l'objet d'un portrait très étoffé dans la comédie humaine. Le seul qui existe, je vous l'ai mis, vous voyez, il est très bref, c'est dans La Muse du département, de 1837. Horace Bianchon, décoré de la Légion d'honneur, gros et gras comme un médecin en faveur, avait un air patriarcal, de grands cheveux longs, un front bombé, la carrure du travailleur et le calme du penseur. Donc il ressemble à Balzac. Balzac qui avait une certaine corpulence, qui avait de grands cheveux longs et gras. Balzac avait les cheveux longs et gras. C'est raconté par tous les témoins de l'époque. Un front bombé, regardez les portraits de Balzac, la carrure du travailleur, le calme du penseur, c'est un autoportrait. J'ouvre une parenthèse. Un jour, si j'y pense, je vous ferai un petit répertoire
de tous les portraits de personnages dans la comédie humaine qui ont un air de familiarité avec Balzac lui-même. Et vous verrez que Balzac, il est atomisé, si j'ose dire, en toute une série de personnages qui vont présenter tel ou tel trait physique de Balzac, mais surtout tel ou tel trait moral et tel ou tel trait intellectuel, comme si Balzac s'était en quelque sorte mis en scène lui-même à travers les personnages de la comédie humaine, enfin, en tout cas un certain nombre de personnages de celle-ci. La comédie humaine comme miroir éclaté de Balzac. Et Bianchon, à l'évidence, est ici une figure doublement balzacienne. Balzacienne parce qu'il incarne l'idéal du médecin, balzacienne parce qu'il est une sorte de projection de Balzac dans le miroir du roman. Mais continuons toujours sur Bianchon. Bianchon est un développement que vous lirez à loisir, mais ce qui est intéressant, c'est que Bianchon, au départ, et cela vous ramènera un peu à ce que je disais la dernière fois, lorsque je vous disais que toute la médecine du XIXe siècle va se poser et s'opposer en fonction des théories médicales du siècle des Lumières, dont la médecine du XIXe hérite, mais avec lesquelles elle est obligée à la fois de composer, de se différencier, de réfuter tel ou tel aspect, d'en développer tel ou tel autre. Au départ, Bianchon, il est dans la lignée matérialiste et athée des idéologues de la fin du XVIIIe. Mais s'il n'était resté que dans cette lignée, il n'aurait pas pu être, le médecin balzacien par excellence. Il doit aller plus loin. Il doit comprendre que cette théorie idéologiste est une théorie limitée, trop circonscrite, en quelque sorte trop idéologique au sens moderne du terme, et à laquelle il manque la pratique constante de l'analyse de laboratoire. Autrement dit, pour Balzac, les médecins du XIXe siècle qui resteraient trop dans l'optique de la fin du XVIIIe siècle ne seraient pas assez dans une perspective scientifique. Il faut donc aller du côté de la science. Il faut combler cette lacune thérapeutique par le laboratoire. Mais ce n'est pas parce que, chez Balzac, vous allez comprendre la médecine comme étant intrinsèquement liée à l'analyse scientifique du laboratoire, de l'expérience, que vous allez pour autant éliminer d'autres aspects qui, pour Balzac, ont autant de validité que l'expérience scientifique. Je m'explique, le magnétisme et plus généralement ce qu'on appelait l'illuminisme, issu des théories de Mesmer, pas l'ancien ministre de Gaulle, le mesmérisme à la fin du XVIIIe siècle. C'est un médecin qui avait développé une théorie et une pratique du magnétisme. On appelle le fameux baquet de Mesmer. Vous aviez des gens qui se mettaient autour d'un baquet, qui tenaient une baguette, qui trempaient dans un liquide, et il était censé ressentir une sorte de secousse magnétique. Autre théorie à prétention scientifique auquel Balzac va accorder une grande importance, c'est la théorie de Lavater, qui est celle de la physiognomonie, c'est-à-dire l'interprétation d'un individu en fonction de ses traits physiques.
Donc lorsque vous êtes un physiognomoniste, lorsque vous observez un individu, vous êtes censément capable d'en déduire les traits principaux du caractère. Autre théorie à laquelle Balzac accorde une grande importance, c'est la phrénologie, c'est-à-dire la science des bosses du crâne. La palpation du crâne permet d'établir une sorte de géographie du crâne, et selon telle ou telle protubérance que vous avez, eh bien, vous êtes censé avoir tel ou tel don ou telle capacité. Il nous en est resté une expression, par avoir la bosse des maths, ça vient de la phrénologie. Donc ces théories ont été évidemment totalement infirmées par l'évolution de la science médicale, par la physiologie. Mais à l'époque de Balzac, elles sont tout à fait licites et tout à fait reconnues. Et des médecins vont pratiquer l'analyse phrénologique des patients. Souvenez-vous, dans Madame Bovary, dont l'intrigue se situe dans les années 1840, le clerc de notaire Léon Dupuis offre à Charles Bovary une tête phrénologique, c'est-à-dire une tête sur laquelle les différentes zones du crâne sont figurées avec l'indication de telle ou telle signification que telle ou telle bosse peut avoir. Et Bianchon est également un adepte de ce qu'on appellerait la théorie du fluide qui circule dans chaque individu et qui du coup peut circuler entre les individus. Alors, dans les théories modernes, la notion de fluide a été remplacée par la circulation électromagnétique à l'intérieur du corps. À l'époque, on ne l'attribue pas à cette réalité physiologique. On parle d'un fluide évidemment impalpable, insaisissable, mais qui gouverne l'ensemble de votre organisme. Et ça, c'est un héritage des théories médicales du XVIIIe siècle, qui, plutôt que de fluide, parlait de fibres. C'est la théorie fibrillaire. Les différentes fibres du corps, entendez les nerfs, tendons, etc., fonctionnent à l'intérieur du corps, un peu comme un système d'harmonique musicale, et selon qu'il y a harmonie ou disharmonie entre les fibres du corps, vous êtes bien portant ou malade. C'est à partir de là que les premières théories de la névrose, entendez, pas la névrose freudienne, la névrose physiologique, l'affection des nerfs, ce qu'on appellera au XIXe siècle le nervosisme, ont été élaborées. La théorie fibrillaire permettait d'aller plus loin que la théorie des humeurs. Le sang, la bile jaune, la bile noire, et quelle est la quatrième humeur? La lymphe. Et donc c'était l'équilibre ou le déséquilibre entre ces quatre humeurs fondamentales qui faisait la différence entre le bien portant et le malade. Et tel type de déséquilibre correspondait à tel type de maladie. Si vous ajoutez les fibres, vous ajoutez les nerfs qui ne pouvaient pas être pris en compte par la théorie des humeurs. Bien, un petit rappel de ce que j'avais un peu développé la dernière fois. Bien, donc vous voyez, Bianchon est à la fois un médecin très moderne et un médecin qui ne rejette pas en bloc un certain nombre de traditions médicales dont il a hérité, à l'instar de tous les autres médecins réels de la France de l'époque. Je dis de la France, de l'Europe de l'époque. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point. Bianchon, contrairement à
ce à quoi on pourrait s'attendre, n'apparaît pas dans la comédie humaine comme un théoricien de la médecine. Il est avant tout un praticien. Pourquoi n'est-il pas présenté comme théoricien? Parce qu'en réalité, du point de vue balzacien, Bianchon est au confluent des théories médicales de son temps, auquel il va accorder le primat à la théorie pragmatique. Donc, pas besoin de théorie en réalité pour le pragmatisme. Deuxième raison, pourquoi est-il d'abord un praticien? Bien, évidemment, parce que du point de vue du romancier, c'est potentiellement toute une série de scènes à faire. La rencontre de Bianchon avec son malade, le dialogue avec le malade, la manière dont le médecin va poser son diagnostic, le type d'interrogatoire auquel il va se livrer. Pour un romancier, c'est d'une grande rentabilité. Alors, comme je vous le disais, c'est un praticien qui, si on fait le total des malades qu'il a sauvés et des malades qu'il n'a pas pu sauver, a un bilan plutôt négatif. Mais pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il est mauvais médecin? Nullement. C'est qu'on l'appelle toujours trop tard. Et qu'il ne peut que constater que la maladie a évolué de telle façon que tout ce qu'on peut faire, c'est ou bien retarder l'échéance, ou rendre l'échéance moins douloureuse. Vous avez un exemple tout à fait patent, dans Le curé de village, Véronique Gralin, l'héroïne, est atteinte d'un cancer. C'est tout à fait clair dans le texte. Soigner le cancer au XIXe siècle, que pouvez-vous faire? Ou lorsqu'il doit soigner un tuberculeux, le tuberculeux est arrivé au dernier stade de l'asthysie, littéralement il crache ses poumons, à part l'envoyer dans une ville d'eau, en sanatorium, pour lui donner quelques mois de répit, on ne peut rien faire, etc., etc. Donc ça n'est pas parce qu'il est incompétent, c'est parce qu'il y a tout un ensemble de maladies incurables au XIXe siècle, qui sont présentes dans la comédie humaine. Vous avez vu l'épaisseur du livre que je vous présentais tout à l'heure, ou bien parce que, on a attendu trop longtemps à appeler Bianchon, ou alors on a appelé avant lui des médecins incompétents qui se sont battus entre eux pour savoir quel était le diagnostic le plus mauvais qu'ils pouvaient faire, et Bianchon arrive, comme les carabiniers d'Offenbach, il est trop tard. Mais, autre aspect intéressant de Bianchon, c'est qu'on peut y voir doublement un médecin qui a des opinions politiques. Alors l'affaire des opinions politiques dans les médecins de romans du XIXe siècle, c'est quelque chose que j'aborderai dès la prochaine conférence, celle du mois de novembre, et que je réaborderai plus tard. Mais Bianchon déteste les nouvelles élites de la monarchie de Juillet, la bourgeoisie d'argent. Autrement dit, il reflète les positions politiques de Balzac lui-même sur ce point. Il déteste ce qu'on appelle les femmes à la mode, grande thématique balzacienne que la femme à la mode, c'est-à-dire la femme superficielle, égoïste, etc., etc., qui représente une part de la féminité moderne selon Balzac, tout à fait détestable et tout à fait à mettre en rapport avec le matérialisme sordide et égoïste de la société contemporaine. Mais tout en ayant ses positions politiques, Bianchon ne se lancera pas dans le jeu politique. Autre aspect intéressant de Bianchon, c'est ce qu'on peut appeler son féminisme. Vous mettez des guillemets, le terme n'existe pas à l'époque, mais il est sensible par les diagnostics qu'il est amené à poser sur certaines patientes, qui sont toutes de grandes hystériques. L'hystérie étant la maladie féminine principale dans la comédie humaine,
mais c'est la maladie féminine principale dans le discours médical de l'époque. Et l'hystérie recouvre toute une série d'affections physiques et mentales. Et comme Balzac le fait lui-même de son côté, Bianchon analyse l'hystérie féminine en fonction de la condition féminine et non pas tant en relation à la nature féminine. Voilà le grand progrès. L'hystérie n'est pas innée, elle n'est pas native, elle n'est pas constitutive de l'être féminin. Elle est produite par la société et par la place que la société assigne aux femmes. Donc idéalement, pour traiter l'hystérie féminine, il faudrait soigner la société. Il faudrait donner à la femme dans la société la place, le rôle, la fonction que celle-ci lui refuse. En d'autres termes, la femme est une victime de la société et cette victimisation produit la maladie. Donc voilà ce que Bianchon énonce à propos de ces patients. Et enfin, Bianchon est un personnage dont la vie privée dans la comédie humaine est quasi inexistante. Il est tout entier attaché à sa profession. C'est-à-dire que les frustrations de sa jeunesse lors de l'époque du Père Goriot se continuent, mais elles sont sublimées par le dévouement professionnel, par nous dirions aujourd'hui l'investissement professionnel de Bianchon. Bianchon n'a pas de femme dans sa vie. Il est étranger à toute passion privée. La seule passion qu'il a, c'est celle de la médecine. Or, comme vous le savez, dans l'univers balzacien, les passions sont délétères. Les personnages courent à leur perte du fait de la passion. D'un côté, on ne peut pas vivre sans passion, mais de l'autre, les passions vous tuent. Vous retrouvez très exactement la contradiction existentielle développée dans La peau de chagrin dès 1831. On pourrait aller jusqu'à dire que toute la comédie humaine est une sorte de réécriture permanente de cette contradiction intime énoncée dans La peau de chagrin. Le mot de la fin, que vous n'avez pas dans le texte, j'ai fait exprès pour vous obliger à prendre note, c'est la définition que donne du médecin Horace Bianchon lui-même dans l'interdiction. Les médecins sont habitués à juger les hommes et les choses. Les médecins sont habitués à juger les hommes et les choses. Les trois robes noires, c'est ce que fait le prêtre, c'est ce que fait l'homme de noir. Les plus habiles d'entre nous confessent l'âme en confessant le corps. L'expression « confesser le corps » est admirable. Voilà ce que dit Bianchon. Donc ceci vous ramène exactement au texte initial que je vous ai cité, celui sur les trois robes noires. Passons maintenant à un autre médecin capital, le médecin Bénassy, dans le médecin de campagne. Car là où Bianchon n'est pas un médecin qui, en sus de son action médicale, a une action sociale ou politique. Le docteur Bénassy, dans le médecin de campagne, lui, va avoir une action sociale et politique. Donc, le médecin de campagne, je vous ai mis le résumé, vous direz à loisir. Ce qu'il faut en retenir, c'est simplement ceci. Le docteur Bénassy, à la suite d'un drame sentimental, quitte Paris où il exerçait pour aller exercer dans un canton des Alpes complètement perdu,
dans une sorte de retraite volontaire, en quelque sorte. Et là, dans ce petit canton montagnard, isolé du reste du monde, Benassi va entreprendre de réformer le canton après avoir vu l'état des gens dans le dit canton. Leur enfermement, la pauvreté de leurs ressources et de leur économie, et un état sanitaire déplorable qui se manifeste par le crétinisme, c'est-à-dire maladie de dégénérescence provenant de relations consanguines. Évidemment, comme ils vivent en vase clos, lorsque le capitaine Haddock, dans sa série d'injures à Crétin des Alpes, ça vient de là. Hein, la médecine de l'époque analysait, observait et essayait de soigner les crétins des Alpes, les crétins des Pyrénées, les crétins du Jura. C'était les trois crétinismes principaux dans la France de l'époque. Donc Benassi va entreprendre de soigner le canton, mais pas simplement de soigner les crétins, de soigner la société du canton. Et il va être un réformateur. Dans la Comédie humaine, vous allez voir un roman qui va faire diptyque avec le médecin de campagne, c'est le curé de village, où là c'est l'autre robe noire, celle du prêtre, qui va entreprendre, sous l'égide de Véronique Gralin, dont je vous parlais tout à l'heure, celle qui meurt d'un cancer, de réformer ce canton qui, lui, n'est pas montagnard, mais qui est campagnard, mais dont la production agricole est éthique à cause de la stérilité des sols. Donc le curé de village va suggérer à Véronique Gralin de faire appel à un polytechnicien venant de Paris qui va proposer un système d'irrigation. Et par l'irrigation, les terres vont devenir fertiles. D'où la prospérité agricole. Très intéressant, le rapport entre l'agriculture et Polytechnique. Sachant que les élèves de Polytechnique avaient été l'un des fers de lance de la Révolution de Juillet. Sur les barricades parisiennes, il y avait beaucoup de polytechniciens. Dans Lucien Leven, de Stendhal, 1834, le héros, Lucien Leven, élève à Polytechnique, se fait virer de l'école à cause de ça. Donc, ces deux romans forment couple. Alors, Benassi se donne une mission et il va exercer ce qu'on pourrait appeler un sacerdoce laïque dans ce canton montagnard. Et il va donc réformer l'agriculture, il va proposer un artisanat qui est celui de la fabrication des paniers en osier, que les fabricants vont aller vendre sur les marchés des cantons avoisinants, d'où nouveaux échanges commerciaux, d'où nouvelles rencontres, d'où éradication de la consanguinité, d'où éradication du crétinisme. Le rapport entre le commerce et le sexe. Et donc on va rétablir, ou plutôt établir une harmonie à l'intérieur de ce canton. Alors d'un côté, ce qui est tout à fait passionnant, c'est que vous avez là l'application directe de théorie contre-révolutionnaire, héritée de Louis Bonald, dont Balzac est un grand lecteur, mais vous avez en même temps une sorte de mise en avant d'un progressisme social fondé sur la modernité des échanges. Mais ceci n'est possible qu'à l'échelle d'un canton. Idéalement, du point de vue de Balzac, il faudrait que cela soit fait à l'échelle du pays. Mais pour cela, il faudrait l'équivalent à la tête du pays d'un Benassi, c'est-à-dire du petit Napoléon local, il faudrait avoir un grand Napoléon. Mais il n'y en a plus. Voilà la raison du pessimisme balzacien. Donc politiquement, c'est tout à fait intéressant de voir que c'est le médecin qui devient ici le porte-drapeau de la réforme sociale. Mais une réforme sociale, encore une fois, contingentée
parce qu'elle est à l'échelle du canton. Et vous voyez la différence fondamentale avec Bianchon. Bianchon, lui, certes, de toute façon, il circule dans la grande société parisienne, il est le médecin de tous les grands. Benassi est le médecin des petits. Mais cette différenciation montre bien quelle est la conception balzacienne du rôle du médecin. Et là, ce rôle du médecin Benassi, réformateur social, nous en retrouverons plus avant, lorsqu'on parlera de Zola, chez le médecin zolien. Lorsque Zola imagine le docteur Pascal, il est bien évident qu'il y a derrière cela le médecin balzacien, le médecin réformateur balzacien, le médecin balzacien penseur du social. Le dernier médecin auquel je vais accorder quelque importance, moins connu, je pense, de vous, que Bianchon et que Benassi, c'est le docteur Minoret, dans un roman tout à fait remarquable, qui est Ursule Mirouette, qu'on ne lit pas assez, de 41-42. Alors je vous ai mis le résumé, je ne vous fais pas injure en supposant que peut-être vous n'avez pas l'intrigue en tête. Donc on va le lire, ce résumé, parce qu'il est important pour la suite. Donc, la fortune du docteur Denis Minoret, venu finir ses jours à Nemours, éveille la convoitise des nombreux parents et héritiers potentiels qui y comptent. Donc on commence tout à fait dans une atmosphère parfaitement balzacienne. Leurs appréhensions aussi, car ils redoutent d'être désavantagés au profit de la pupille du vieillard, Ursule Mirouette, d'où le titre. Intrigante supposée, qui leur paraît l'influencer au point de l'avoir conduit sur le tard à se convertir. Là, le médecin matérialiste et athée qui se convertit. À la mort de Minoret, en 1935, la cupidité exacerbée d'un des héritiers, Minoret Levrault, va le pousser jusqu'au vol des titres de rente destinés par le défunt à assurer l'avenir de la jeune fille, alors âgée de 20 ans. Elle est donc réduite à la pauvreté, de surcroît en but à des persécutions sournoises, inspirées par un roman très noir, chez Mirouet. L'innocence finira cependant par triompher. Ouf. Soutenue par l'amour de Savinien de Portenduère et par l'action des rares amis du docteur, aidée aussi par de mystérieuses révélations reçues en songe, Ursule finira par rentrer dans ses droits et par trouver le bonheur qu'elle mérite. C'est un roman balzacien qui finit bien. Il n'y en a pas beaucoup, mais celui-là finit bien. Donc Minoret. Alors Minoret est un représentant des Lumières dans la comédie humaine. Comme Bianchon est d'une certaine façon un représentant des Lumières, un héritier en tout cas des Lumières. Et lorsqu'on voit la liste des grandes figures auxquelles il a été lié, on voit effectivement que les faits des Lumières se sont penchés sur son berceau. Il a été appuyé par Dupont de Nemours, excusez du peu, lié à l'abbé Morellet, protégé par les encyclopédistes, et il s'est attaché au grand médecin Bordeu, l'habit Diderot, le médecin réel. Le médecin Bordeu, c'est celui que vous trouvez dans le rêve de d'Alembert. Donc, il connaît d'Alembert, il connaît Helvétius, il connaît le baron d'Holbach, il connaît Grimm, et il a fréquenté tout ce monde lorsqu'il était petit garçon. Et donc, Minoret va devenir un médecin tout à fait remarquable, mais évidemment d'opinion philosophique matérialiste. Étant donné les fréquentations qui sont les siennes, notamment Helvétius et d'Holbach, ça ne pouvait pas être autrement. Donc, il épouse par amour une demoiselle Mirouette, fille d'un claveciniste, célèbre musicienne, qui meurt pendant la Révolution. Elle est tuée, elle est guillotinée, si je me souviens bien. Il connaît Robespierre. Alors je me dis Robespierre, parce que Robespierre est toujours orthographié Robespierre dans la comédie humaine. Etc., etc. Et il a fait avoir une médaille d'or à Robespierre par une dissertation sur quelle est l'origine de l'opinion qui étend sur une même famille une partie de la honte attachée aux peines infamantes que subit un coupable.
Bien. Cette opinion est-elle plus nuisible qu'utile? Et dans les cas où on déciderait pour l'affirmative, quels seraient les moyens de parer aux inconvénients qui en résultent? Bien. Donc vous voyez ce parcours remarquable de Minoret, et c'est à Robespierre que Minoret doit d'avoir une place de médecin-chef dans un hôpital. Donc, les Lumières plus la Révolution. Alors, on pourrait penser que du point de vue idéologique de Balzac, surtout dans un roman de 41-42, où Balzac est d'opinion très très affirmée contre-révolutionnaire, serait un personnage négatif. Alors, il n'en est rien. Hein, comme quoi, il ne faut surtout pas déduire des opinions idéologiques de Balzac, des jugements idéologiques sur les romans qu'il écrit. Et donc, en 1813, il rentre à Nemours pour y mourir. Il a été médecin consultant de Napoléon en 1805, encore une fois, excusez du peu, et on ignore tout de sa fortune. Et vous avez le détail de la fortune. Et c'est là que vous allez comprendre tout le sel du roman. Ce vieux matérialiste va se lier d'amitié par le curé de Nemours, avec le curé de Nemours. Les deux robes noires, séparés par la foi, mais unis par l'amitié. Et donc, ils jouent ensemble au tric-trac, jeu favori des gens d'église, paraît-il. Et l'abbé Chaperon était de la force du médecin. Le jeu fut donc un premier lien entre eux. Minoret est charitable, et le curé de Nemours était le fénelon du Gâtinais. Tous deux, ils avaient une instruction variée. L'homme de Dieu pouvait donc seul dans tout Nemours comprendre l'athée. Pour pouvoir disputer, deux hommes doivent d'abord se comprendre. Quel plaisir goûte-t-on d'adresser des mots piquants à quelqu'un qui ne les sent pas? Le médecin et ce prêtre avaient trop de bon goût. Ils avaient vu trop bonne compagnie pour ne pas en pratiquer les préceptes. Ils purent alors se faire cette petite guerre si nécessaire à la conversation. Ils haïssaient l'un et l'autre leurs opinions, mais ils estimaient leur caractère. Si de semblables contrastes, si de telles sympathies ne sont pas les éléments de la vie intime, ne faudrait-il pas désespérer de la société qui, surtout en France, exige un antagonisme quelconque? Voilà une proposition tout à fait valable pour aujourd'hui. C'est du choc des caractères et non de la lutte des idées que naissent les antipathies. L'abbé Chaperon fut donc le premier ami du docteur à Nemours. Et vous retrouvez au fond le curé de village et le médecin de campagne sous une autre forme. Dès lors, eh bien, dans l'intrigue du roman, le curé Chaperon va se faire l'allié de tous ceux qui veulent préserver Ursule contre tous les prédateurs qui en veulent à sa fortune. Par fidélité à son ami le docteur Minoret. Du coup, la position morale du curé se justifie à la fois par un sens de la justice, mais aussi au nom de l'amitié. Donc ce docteur Minoret, qu'est-ce qu'il représente dans la comédie humaine par rapport à Benassi et par rapport à Bianchon? Le docteur Minoret représente la sociabilité médicale, celle du notable de l'époque moderne, selon Balzac. Hein, vous savez, on va dire que le 19e siècle va être l'instauration en France de la société des notables, en particulier dans les petites villes de province. Eh bien, Balzac a parfaitement analysé cela. Et dans tous les romans du 19e siècle, disons à partir des années 1830, vous verrez apparaître des figures de médecins qui vont tenir un rôle important, sinon essentiel, dans la bonne société des petites villes de province au titre de notables. Ils seront amis du juge de paix, ils seront amis du notaire, ils seront amis des riches commerçants, ils fréquenteront les mêmes cercles,
Ils joueront ensemble au billard dans les cafés, etc., etc. Et cette socialisation des notables, que Balzac analyse parfaitement, est une des caractéristiques de la société, notamment à partir du début de la monarchie de Juillet. Donc le docteur Minoret, encore une fois, le roman il est publié en 41-42. Le docteur Minoret représente cette nouvelle sociabilité du médecin. Le médecin qui pouvait jusqu'alors être un personnage sinon marginal, en tout cas relativement isolé du reste de la société, du fait de son savoir, du fait du regard qu'il porte sur les autres, du fait qu'il est amené en quelque sorte à voir les autres dans des circonstances particulières, le médecin se trouve intégré dans le cercle social. Il devient, nous dirions aujourd'hui, pour prendre un américanisme, un des piliers de la communauté. Et c'est très exactement ce que Minoret représente. Donc, vous voyez qu'avec ces trois médecins, trois sur, encore une fois, si ma mémoire est bonne, il y a entre 50 et 60 médecins dans la comédie humaine, trois médecins qui représentent trois positions, trois types d'exercices de la médecine, trois types de rapports à la société, et au fond, pourrait-on dire, trois manières d'analyser le milieu social et l'ensemble des fonctions sociales à partir de leur situation et à partir de leur profession. Le médecin chez Balzac constitue donc bien un angle d'attaque tout à fait valide, pour ne pas dire tout à fait commode, pour comprendre l'ensemble de la comédie humaine. C'est ce que j'ai essayé de faire, beaucoup trop sommairement, je m'en excuse, mais je vous remercie. Si vous avez des questions et si je suis capable d'y répondre, c'est le moment. Oui ? J'ai une question. Vous disiez tout à l'heure que le roman du désenchantement, c'était l'école du désenchantement, oui. C'était la boue de chagrin. Est-ce qu'on ne considère pas que c'est la confession d'un enfant du siècle ? Alors, comme l'article date de 31, ça ne peut pas être la confession d'un enfant du siècle qui paraît en 36. Mais on peut naturellement, on peut rattacher rétrospectivement la confession d'un enfant du siècle à l'analyse que Balzac fait en 31, incontestablement. Lui, il parle de ce qui vient de sortir. C'est exactement l'analyse de la littérature immédiatement contemporaine de son article. Et la justesse de son, du développement est absolument remarquable. Oui, vous avez raison. La confession d'un enfant du siècle relève de l'école du désenchantement. C'est les mêmes critiques, c'est la même problématique, c'est le même désespoir historique, qui est énoncé de manière encore plus vive, peut-être, encore plus nette par Musset. Mais on n'oubliera pas que Musset, il a 10 ans de moins que Balzac. Il est né en 1810, donc 1836, il a 26 ans quand il publie la confession d'un enfant du siècle. Il y a une demi-génération de différence entre les écrivains de l'époque romantique nés autour de 1800 et Alfred de Musset. C'est un peu le cas aussi avec Nerval, qui lui est né en 1808. D'autres questions? Oui? Oui, vous avez souligné la bonne sociétisation du médecin. Oui. À l'époque, qui intègre les montages. Oui. Mais la fois dernière, on avait vu l'homothétie, du statut du médecin et du prêtre, et ça fait longtemps, et ça rejoint aussi à travers un médecin de campagne, à travers le cœur de web, on voit que le médecin est aussi un médecin des pauvres. Oui. Et avec la Becker, notamment qui est la figure la plus notable, le prêtre devient un prêtre des pauvres. Et dans la société, c'est l'époque aussi où émerge la notion des ONG comme médecins du monde. Oui, tout à fait. Alors, le rapport des grands médecins à la pauvreté chez Balzac est tout à fait fondamental, puisque si vous prenez le cas de Bianchon, Bianchon considère que c'est la personne du patient qu'il faut examiner, dont il faut comprendre l'environnement
Et bien entendu, un pauvre n'aura pas les mêmes maladies ou ne présentera pas le même degré de gravité de telle maladie que le riche. Et ça, le bon médecin en tient compte, un, dans son diagnostic, deux, dans ses prescriptions. La pauvreté, pour le grand médecin balzacien, n'est absolument pas un critère dévalorisant, encore moins d'exclusion du malade, mais c'est un des critères à prendre en compte pour bien évaluer la maladie et le malade. Par ailleurs, le grand médecin balzacien, mais c'est vrai aussi dans des tas de romans du XIXe siècle, le médecin va non pas suppléer, mais va doubler le prêtre dans la charité, dans l'attention prêtée aux pauvres. Alors ça, vous le trouvez dans l'envers de l'histoire contemporaine, par exemple. Alors, je vous raconte très rapidement l'envers de l'histoire contemporaine, donc roman achevé et publié en 1948. Je crois que vous avez peut-être dit déjà que mon interprétation, je ne suis pas le seul, on est quelques fous à penser ça, que histoire contemporaine, c'est HC. L'envers, c'est CH, comédie humaine. Donc l'envers de l'histoire contemporaine, c'est la comédie humaine. Dans l'envers de l'histoire contemporaine, l'intrigue est assez complexe, mais au centre de celle-ci, vous avez une société de charité quasi secrète qui fait le bien dans Paris. Dans cette société charitable se trouve naturellement un médecin qui va soigner les pauvres, naturellement, gratuitement. Et chez Balzac, la charité, l'exercice de la charité, est non seulement conforme aux préceptes de la religion, mais c'est une nécessité sociale. Étant donné qu'il critique l'égoïsme matérialiste de la société dominée par l'argent, la charité apparaît comme un moyen, sinon de lutter contre cette domination, mais d'en compenser au moins partiellement quelques-uns des effets les plus nocifs. Donc la charité n'est pas simplement une des trois vertus théologales, avec la foi et l'espérance pour Balzac, elle est une nécessité sociale. Ce qui nous ramène aux théories contre-révolutionnaires et aux théories du catholicisme social. Dans les théories contre-révolutionnaires que connaît admirablement Balzac, la charité est une fonction sociale éminente. Dans le catholicisme social, la charité fait partie d'un programme catholique de réforme de la société. Donc Balzac est tout à fait conforme à